j'ai commencé à m'occuper du revenu de base lors de la récolte de signatures, en fait, pour l'initiative. Et c'était il y a 2 ans. Et depuis, donc, j'ai rejoint le groupe qui milite en faveur de cette initiative et qui va essayer d'organiser la campagne de votation qui aura lieu probablement l'année prochaine. Ce groupe s'appelle Génération Revenu de Base. Vous avez son adresse internet ici. Alors je pense que les dernières paroles que Thomas a dit sont effectivement intéressantes. Le parallèle entre la démocratie grecque et la démocratie moderne d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque des Grecs, ceux qui faisaient la démocratie, ils avaient beaucoup d'esclaves. Et en fait, ce n'était pas eux qui faisaient le travail, c'était leurs esclaves qui faisaient le travail. Et eux, ils pouvaient passer la journée à débattre, à créer des lois, à définir les règles pour la gestion de la cité. Mais ils ne s'occupaient pas du tout du travail, en fait. Il y avait les femmes à la maison, les esclaves au champ, et donc ils avaient vraiment le temps de débattre de qu'est-ce qu'on veut pas. Alors on n'a plus les esclaves, ou alors on a des esclaves modernes, effectivement, maintenant, qui sont les machines. Et le peuple, lui, a envie de participer à ça. Alors je vais vous présenter le revenu de base comme moyen de revenu, effectivement. Ça, je pense que c'est important, pour pouvoir relancer le débat sur la démocratie. Et je pense qu'il faut saluer les initiatives qui nous ont été présentées. Elles ne sont certainement pas parfaites, mais elles peuvent s'améliorer. Il y a un débat qui est lancé et je pense qu'il faut laisser la place à ce débat aux jeunes d'utiliser les nouveaux outils que sont l'Internet et tout ça pour renouveler la démocratie. Juste une petite parenthèse, je suis dans un conseil d'une petite commune, donc 75% des communes vaudoises ont moins de 500 habitants, donc elles ont des conseils généraux. On est dans une démocratie très directe. Les votes blancs, les abstentions sont comptabilisés, les gens peuvent venir avec des propositions. C'est vraiment de la démocratie encore directe. Et je crois que le gros problème qu'on a, c'est que dès qu'on quitte cette sphère de la démocratie directe, c'est là qu'on a les problèmes. Dès qu'on arrive dans des villes plus grandes ou dans des pays, là on est en démocratie représentative et c'est là que les problèmes commencent. Alors voilà, j'arrête sur le sujet d'avant pour passer alors à ce revenu de base. Qu'est-ce que c'est que le revenu de base? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le revenu de base? Pour savoir s'il faut que j'insiste vraiment sur les... Tout le monde a entendu déjà parler de ça. Ok, ça permettra alors de laisser un peu plus de place peut-être au débat. Donc une petite perspective historique, là on a parlé de la Grèce antique. Il faut voir que la solidarité c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc il y a très longtemps, il y a plusieurs milliers d'années, les clans, les familles étaient un peu l'organe qui permettait de mettre en place la solidarité entre les êtres. Elles jouent toujours un rôle, les familles, hein. Elles n'ont pas perdu complètement ce rôle-là, mais disons qu'avant c'était l'essentiel. Ensuite, on est arrivé au Moyen-Âge, il y a eu l'apparition d'une notion qui s'appelle la charité, il fallait faire des dons. Plus tard, avec la Révolution française, on a eu l'émergence de ce qu'on appelle l'assistance. Donc on a commencé à mettre en place des lois pour assister les nécessiteux. Par la suite, à l'époque moderne, est apparue la notion d'assurance. Les assurances sociales ne sont pas très vieilles. Et maintenant, on est dans une phase où, en fait, on a quelque chose de nouveau qui apparaît. Pour certains, une utopie. Le revenu de base inconditionnel. Alors, qu'est-ce que ce revenu de base inconditionnel? C'est en fait la suite logique de la solidarité qui s'adapte à notre société moderne. Tout d'abord, c'est un revenu, donc revenu versé à toute la population suisse, et un revenu qui permet de vivre, c'est-à-dire d'assurer les fonctions de base de la vie, se nourrir, se vêtir, se loger. Donc c'est essentiellement ça. Il existe déjà des normes qui sont définies au niveau suisse, qui fixent un certain nombre de montants qui peuvent varier, hein, peut-être d'une région à l'autre, pour pouvoir vivre dignement en Suisse. Pourquoi de base? Donc le but de ce revenu, c'est pas de permettre à tout le monde d'arrêter de travailler. Le but de ce revenu, c'est vraiment d'assurer
les revenus de base, donc c'est un socle sur lequel viendront se poser les autres revenus, les revenus du travail. Donc vous avez un petit dessin qui illustre en fait le passage d'un système de filet social qui est constitué de l'assistance et des assurances, avec des mailles plus ou moins larges selon les régions, les cantons, les pays. Et certaines personnes passent à travers les mailles du filet, hein, il faut le savoir. On veut remplacer ce filet social par un socle. Donc un socle, c'est quelque chose de solide sur lequel on s'appuie. Tout le monde s'appuie dessus et personne ne passe à travers. Inconditionnel, pourquoi? Donc c'est un revenu qui est versé à chaque membre de la communauté. Donc il ne s'agit pas d'être éligible pour ce revenu, il ne s'agit pas d'être sans revenu, il ne s'agit pas d'être pauvre, il ne s'agit pas d'être vieux ou jeune. Tous ont le droit à un revenu inconditionnel. Une conséquence de cette inconditionnalité, moins de formulaires, moins de fonctionnaires. Travailler pour avoir un revenu, c'est une question, mais si on creuse un peu cette question-là, on se rend compte qu'en Suisse, presque tout le monde a un revenu pour vivre, plus ou moins grand, mais presque tout le monde arrive à vivre avec un revenu, mais qu'en fait, beaucoup de monde vivent pas de leur propre revenu. Et si vous regardez les statistiques qui sont présentées ici, vous voyez qu'en Suisse, on a 20% de rentiers, on a environ 30% de population qui n'ont pas un travail rémunéré, on a 10% de la population qui bénéficie de prestations d'assurance sociale et seulement 40% de personnes qui obtiennent un revenu de leur travail. Donc vous voyez que 100% de la population vit avec seulement 40% qui ont un revenu de leur travail. Donc on voit que c'est déjà largement possible pour 60% de la population. Donc le revenu de base, lui, veut aller au bout de cette logique et inclure les 40% qui travaillent aussi dans cette sécurité-là, vu qu'on va le voir, le travail devient rare, difficile, et qu'il y a peut-être une adaptation à prévoir à ce niveau-là. Pourquoi un revenu de base inconditionnel? Donc ce n'est pas une idée nouvelle, les théoriciens économistes y réfléchissent depuis déjà plus de 200 ans, et beaucoup ont vu venir la situation d'aujourd'hui. Beaucoup ont vu venir avec l'industrialisation le fait qu'une grande partie de la production allait être automatisée et que ça allait un jour poser un problème au niveau du travail. Parce qu'on se rendait compte qu'à l'époque, on travaillait pour vivre. Maintenant, on a l'impression de vivre pour travailler. Donc actuellement, on va voir que ces conditions pour le mettre en place, le revenu de base, ont l'air d'être présentes. C'est pour ça que cette idée est en train de se répandre aussi rapidement dans autant de pays. J'ai déjà évoqué la production automatisée, donc ça c'est nos esclaves modernes, les machines. On voit que beaucoup de métiers disparaissent et sont remplacés par des automates, par des logiciels ou par de l'autosurveillance. Certains, on a parlé aussi de la démocratie participative, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que la notion participative gagne aussi des domaines professionnels. On se rend compte qu'il y a des métiers qui vont disparaître en raison des contributions participatives des gens. Donc ça aussi, ça menace des emplois. La démocratie participative menace les emplois des politiciens d'ailleurs, hein, qui risquent de perdre leur travail. Voilà donc un peu le contexte. Une productivité accrue, donc avec plus, on fait beaucoup plus avec beaucoup moins. Vous avez l'exemple ici des photos. Avec Kodak, 145 000 employés, et puis une production en milliards qui était relativement faible. Et avec Instagram, vous voyez maintenant qu'avec quelques employés, vous arrivez à produire 10 fois plus de photos qu'avant. Donc c'est des révolutions comme ça qui font que le travail devient une denrée rare. On dit le revenu de base une utopie, mais ce ne serait pas plutôt le plein emploi l'utopie? Le plein emploi, c'est encore le Graal auquel tous les politiciens croient, mais est-on vraiment sûr que ça marche? Dans une société qui s'industrialise, où tous les domaines sont touchés, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que chacun ait un travail rémunéré qui produit de la valeur économique? Je ne parle pas de travail,
non rémunéré. Du travail non rémunéré, il y en aura toujours assez. Mais un travail rémunéré sous-entend qu'il produit une valeur économique. Et on se rend compte qu'on a de la peine à trouver du travail qui produit de la valeur économique. Une petite statistique pour remettre les choses en perspective, en 1970, 100 chômeurs en moyenne annuelle, enregistrés en Suisse. En 2015, on en a 1000 fois plus. Est-ce un hasard? Alors évidemment, les statistiques de chômage, elles évoluent en fonction des crises, etc. Mais la tendance, elle est quand même à l'augmentation. On voit que la moyenne en Union européenne est plus élevée encore, donc la Suisse actuellement bénéficie d'une rente de situation, mais pour combien de temps encore? C'est pour ça que cette initiative suisse tombe au bon moment. Donc elle propose de modifier la Constitution selon 3 articles. Donc, la Confédération veille à l'instauration d'un revenu de base inconditionnel qui doit permettre, dans l'article 2, à toute la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique, notamment à la démocratie. Et 3, la loi règle notamment le financement et le montant du revenu de base. Alors ça, c'est une chose qu'on nous reproche, mais vous laissez beaucoup trop ouvert. Votre initiative ne propose rien de concret en termes de financement, en termes de comment on va mettre ça en place. Mais imaginez le chantier que c'est et voyez, au vu des débats que vous avez eus tout à l'heure, le nombre d'avis différents qu'il peut y avoir. Comment peut-on, un comité d'initiative, prétendre savoir comment on va mettre ça en place? Et c'est pratiquement impossible. D'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une sensibilité à l'autre, la façon de mettre ça en place varie. Donc il faut un grand débat démocratique pour savoir comment on va mettre ce revenu de base en place. Nous, ce qu'on veut, c'est que le principe soit accepté. Que les gens disent, oui, c'est une solution par rapport à l'évolution actuelle, on veut un revenu de base, maintenant on va discuter pour savoir comment on va le mettre en place. En fait, il s'agit de changer les règles du jeu. En fait, que veut-on vraiment? C'est ça la question. Est-ce qu'on veut assurer le plein emploi? Ou est-ce qu'on veut assurer que chacun puisse vivre? Et je pense que c'est la réponse à cette question qui dira si on veut ou non d'un revenu de base en Suisse. La proposition vise à découpler vie et survie. Donc, on se rend compte qu'une partie des besoins de base, par exemple la production de nourriture, la production d'habits, ne pose plus de problème. Elle est largement industrialisée, même l'agriculture d'ailleurs, et on se rend compte qu'il y a bien assez en Suisse pour vivre de ces biens de base. Donc la proposition est, mutualisons un revenu pour vivre et ensuite travaillons pour acquérir des revenus supplémentaires pour des choix personnels, pour l'acquisition, pour les vacances, pour acheter du matériel, des choses qui ne sont pas indispensables à la vie, mais qui lui donnent un confort et un intérêt peut-être autre. Mais c'est un choix à ce moment-là. En pratique, est-ce que ça marche? Alors il y a déjà beaucoup d'expériences dans le monde. Ici, il y en a quelques-unes qui sont citées. Donc il y a la Namibie qui a fait une expérience basée sur les revenus du pétrole. L'Inde, supervisée par l'ONU, qui a fait une expérience dans des zones agricoles pour comparer 2 échantillons, un échantillon de village sans revenu de base et un échantillon de village avec revenu de base. Et ils ont regardé comment les choses évoluaient. Le Brésil a voté en 2003 au niveau du Parlement l'introduction d'un revenu de base. Ça va se faire progressivement. En Iran aussi, je ne connais pas bien le cas de l'Iran, je ne peux pas trop vous en parler. Il y a eu une expérience au Canada suite au choc pétrolier des années 70, donc un nouveau chômage de masse, situation sociale et économique dégradée dans beaucoup de villes au Canada, et certaines villes ont introduit un revenu de base pendant quelques années, le temps que la crise passe. Et là aussi, des observations ont pu être faites. Je vais revenir là-dessus. Il y a le cas de l'Alaska aussi, qui vit d'un revenu de base, mais c'est pas vraiment c'est un revenu inconditionnel, mais pas de base. Tout le monde le touche, mais par contre, il ne permet pas de vivre. Donc c'est un dividende des revenus du pétrole, en fait, mais qui n'est pas suffisant pour vivre. C'est plutôt une sorte de déduction d'impôt à la fin de l'année, en quelque sorte. Voilà, il y a d'autres pays qui réfléchissent et on verra que plus près de nous aussi. Les observations pratiques qui ont été faites par rapport à ces expériences-là
On a constaté une baisse de la criminalité. On a constaté une augmentation de la durée des études, notamment en Inde. Le nombre d'hospitalisations diminue, ça a été le cas notamment au Canada, dans les villes qui ont introduit le revenu de base. L'esprit d'entreprise se développe, c'est notamment le cas des femmes en Inde et en Namibie qui entrent dans la vie économique en lançant des initiatives économiques qu'elles ne pourraient pas faire sans revenu de base. Et les conditions de nutrition et d'hygiène s'améliorent, en particulier dans les pays en développement ou en cours de développement. Plus près de nous, en Europe, ces temps-ci, il n'y a pratiquement plus une semaine qui passe sans qu'il y ait des informations sur le revenu de base qui soient publiées dans les journaux, et ça devient de plus en plus les journaux tout publics. On a notamment la Finlande, avec le gouvernement qui a obtenu la majorité, qui soutient l'idée d'un revenu de base. On a en France un projet pilote qui veut être lancé par la région Aquitaine, qui a décidé de faire une expérience à ce niveau-là. Et aussi la Hollande, au niveau d'une commune. Donc on voit que le revenu de base peut être mis en place à différents niveaux institutionnels. Hein, c'est pas tout ou rien. Ça peut très bien être fait au niveau d'une commune, d'une région, d'un canton, d'un pays. Nous, l'initiative est fédérale, on vise ça au niveau de la Suisse. Ça pourrait déboucher sur des expériences pilotes dans certains cantons. Donc la Suisse, là-dedans, que va-t-elle faire? On a une chance, c'est qu'on est un pays avec encore relativement de démocratie directe. Des initiatives citoyennes peuvent être portées et peuvent être présentées au Parlement et votées. C'est ce qui va se passer l'année prochaine avec le revenu de base. Donc la balle est dans notre camp. Va-t-on saisir cette chance? Pour les objections courantes par rapport au revenu de base, j'en ai cité 4 ici, donc plus personne ne travaillera, tout le monde va venir en Suisse, c'est nier le droit au travail et c'est impossible à financer, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Alors quelques éléments de réponse, on pourrait débattre pendant des heures. Plus personne ne travaillera, les expériences qui ont été faites montrent que ce n'est pas vraiment le cas. On a constaté toutefois une diminution du taux de travail, donc des personnes à temps plein pouvaient prendre un temps à 80% par exemple, donc c'est un encouragement au temps partiel, ça c'est vrai, mais on se rend compte aussi que la motivation au travail n'est pas que financière en fait, parce qu'une fois qu'on a un revenu, le travail a aussi un rôle émancipateur, a aussi un rôle valorisant, social, et donc beaucoup de non-travail, c'est le cas des milliardaires qui ont bien assez pour vivre, mais qui continuent de travailler. Pour l'immigration massive, on a déjà le problème actuellement avec les assurances sociales. Les assurances sociales, d'ailleurs, prévoient un délai de carence pour que les gens qui viennent en Suisse doivent résider ou travailler un certain temps en Suisse pour avoir droit à certaines prestations sociales. Donc en fait, c'est plus qu'une question technique de régler ça, de savoir quelles sont les conditions qu'on fixe pour des personnes qui viennent s'établir en Suisse pour qu'ils puissent avoir droit au revenu de base. Mais on a déjà le même problème avec toutes les autres assurances sociales. L'idée du revenu de base aussi se développe partout dans le monde, donc ce n'est pas une utopie suisse, c'est une idée qu'on voit qui est répandue sur pratiquement l'ensemble des continents. Donc on a bon espoir que si ce revenu se développe un peu partout, l'incitation à l'immigration sera aussi moins forte. Négation du droit au travail. Là aussi, je pourrais retourner la question en fait, à la situation actuelle. Est-ce qu'il n'y a que le travail rémunéré qui compte? C'est un petit peu simplificateur. Le travail non rémunéré permet le travail rémunéré. Il ne faut pas l'oublier. Les 40% qui obtiennent un revenu de la population, ils peuvent le faire notamment grâce au travail non rémunéré de beaucoup de monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier. Et une étude des Nations Unies a montré en 2004 que les Suisses ont passé 20% de plus de leur temps à faire du travail non rémunéré que du travail rémunéré, en moyenne. Le bénévolat socialement utile, est-ce que tous les travaux rémunérés le sont? Je laisse la question ouverte. Maintenant, la question du financement. L'initiative
l'initiative ne fixe pas de montant, on a des ordres de grandeur. On sait qu'en Suisse, selon les normes actuelles, entre 2000 et 2002 et 2500 francs suffisent à vivre normalement. Le coût d'un montant de 2500 francs par mois, c'est 200 milliards par année pour la Suisse. Alors 200 milliards, c'est vrai, ça paraît un chiffre assez énorme, bien qu'avec ce qu'on a vu ces derniers temps sur la Grèce et sur le quantitative easing, il faut relativiser ce chiffre de 200 milliards, mais c'est quand même un montant. Il faut savoir qu'en Suisse, le revenu brut, c'est 600 milliards, donc ça représenterait environ un tiers du revenu annuel suisse pour ce financement. Alors comment financer ça ? Alors voici un exemple de financement, vu que l'initiative ne prévoit pas comment on va le faire, une proposition que l'on fait, qui est à discuter, ce serait de proposer une nouvelle structure des revenus du travail. Donc ça veut dire qu'environ 120 milliards pourraient être pris comme cotisation sur le revenu du travail rémunéré. Donc ce serait en fait une sorte de cotisation qui serait versée, comme pour l'AVS en quelque sorte, d'un montant équivalent au revenu de base que l'employé retoucherait. Donc en fait, c'est une sorte de jeu à somme nulle qui fait que l'employé n'aurait pas forcément un revenu plus important, mais en cas de perte du revenu ou en cas d'abandon du travail rémunéré pour une autre activité, il conserverait son revenu de base de 2500 francs. On a un chiffre aussi qui varie selon les sources, mais là on n'est pas trop en désaccord avec l'économie suisse quand on dit qu'environ 60 milliards pourraient être transférés des assurances sociales actuelles sur le revenu de base. Donc tout ce qui sert à couvrir donc le filet social dont on a parlé tout à l'heure représente déjà un montant environ de 60 milliards en Suisse qui pourrait être simplement transféré vers le revenu de base avec un gros potentiel de simplification administrative et de justice sociale derrière. Il resterait 20 milliards à couvrir pour assurer le financement du revenu de base pour tous les Suisses. Donc 20 milliards au niveau suisse pour un PIB de 600 milliards, c'est faisable. Où chercher cet argent? Quelques idées sont proposées. Là, c'est le débat démocratique qui doit avoir lieu. Donc, dans certains pays, on pourrait mettre l'accent sur l'exploitation des ressources naturelles. Il faut se rendre compte que le sol, les ressources naturelles et tout le savoir acquis par les générations jusqu'à aujourd'hui est une sorte de bien commun. Et le revenu de base, c'est une façon de redistribuer le dividende de ce bien commun. La création monétaire, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Certains pays parlent de la taxe Tobin sur les transactions financières, les impôts, la TVA, etc. Donc on voit qu'il y a multiples façons de financer ces 20 milliards qui manquent. Après, c'est vraiment des choix politiques. Pour nous, le plus simple, c'est d'aller chercher l'argent là où il se trouve. Je terminerai ma présentation en vous proposant de répondre à la question, mais que peut-on faire pour aider cette idée du revenu de base? Alors l'année prochaine, ça sera voté oui, mais ce sera surtout donner envie de voter à ceux qui ne le font jamais. Donc on a parlé des abstentionnistes, on a parlé des gens qui sont désintéressés par ce qu'on leur propose. Si ces personnes-là sont activées pour cette votation-là, on a une chance de passer du premier coup. Vous inscrire à notre lettre de nouvelles, donc il y a une liste avec les journaux d'information derrière qui est à disposition, vous pouvez vous inscrire et vous recevrez régulièrement une newsletter. En parler autour de vous, c'est un projet de société, c'est un vrai projet de société, c'est une sorte de nouveau pacte social qui vous est proposé. Donc plus on en parle, il faut se rendre compte que ce n'est pas les institutions ni les partis politiques qui vont soutenir cette idée-là, même si les Verts dans le canton le soutiennent, mais disons, les institutions en place, les partis politiques en place ont un autre agenda et ne voient pas forcément l'intérêt de soutenir ça. C'est seulement les citoyens qui peuvent amener une idée comme ça à se réaliser. Donc c'est vous qui peuvent porter cette idée-là et la faire aboutir. Merci pour votre écoute. Il y a des questions. Donc, dans les débats qui ont lieu ailleurs qu'ici sur le revenu de base, il y a une bataille acharnée concernant le transfert du
social vers le revenu de base. Donc ça, c'est un sujet essentiel. J'aurais moi aussi effectivement la crainte que le revenu de base soit dépouillé de son essence s'il venait remplacer le fameux filet dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui, alors c'est une objection effectivement qu'on entend aussi. Il y a deux craintes. Si vous voulez, la gauche craint un démantèlement du système social et la droite craint une couche supplémentaire sur le système social. Donc c'est bon signe si la gauche et la droite ont peur, c'est le signe qu'on est au milieu en fait. Hein. C'est le signe qu'il y a un chemin possible, mais qui doit être effectivement contrôlé, je dirais, pour pas que ça devienne un démantèlement social, et ni que ça devienne ingérable et infinançable. Et donc, je dirais que ces craintes ne sont pas forcément infondées. Je pense qu'il y a des gens de la droite dure qui voudraient bien tout remplacer par le revenu de base. C'est pas notre opinion, donc pour nous, le revenu de base c'est un socle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dessus, au niveau des assurances en particulier. L'assurance chômage, on ne peut pas obliger une personne qui a un travail rémunéré de ne pas cotiser pour avoir plus que 2500 francs par mois. On pourrait par contre imaginer que l'assurance chômage soit facultative. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit, moi avec 2500 francs, je m'en sors, il n'y a pas de problème, je ne cotise pas pour le chômage. Par contre, quelqu'un qui vit avec 7000 francs de revenus par mois, puis qui dit, moi 2500 francs, ça ne me va pas, j'ai une famille à supporter et tout, donc je cotise pour une assurance chômage complémentaire. Ça, c'est un exemple, hein, par exemple. La même chose avec l'assurance invalidité. Si un invalide, pour des raisons X ou Y, touche plus que 2500 francs actuellement parce qu'il nécessite des soins, des choses comme ça, on ne va pas dire maintenant débrouillez-vous, c'est 2500 francs et puis voilà. Donc c'est vraiment pas du tout l'idée de cette initiative de tout démanteler, c'est vraiment de fixer un socle, une base, et ensuite par-dessus on peut construire soit de l'assistance, soit du travail rémunéré, soit du travail non rémunéré. Oui, bonjour. Je voulais juste relever une chose sur les obstacles, justement, que l'on peut retrouver, c'est la croyance populaire. Et on l'a bien dit maintenant, c'est que les gens vont s'arrêter de travailler. Et c'est faux. C'est faux parce qu'on confond une chose, c'est le travail et une activité. L'homme, par définition, a besoin d'avoir une activité. Et je pense que c'est un petit peu dommage que ce ne soit pas expliqué. Contre une croyance populaire, c'est la croyance majeure qu'on rencontre pour le vote blanc, c'est que tout le monde va s'arrêter de travailler, il n'y aura plus de production, il n'y aura plus de revenus, il n'y aura plus rien. Alors comment on va payer les gens, finalement, pour avoir ce revenu? Et c'est cette croyance, c'est contre cette croyance-là qu'il faut lutter. Alors, bien entendu, il y a tous les autres points qui sont importants, mais je pense que celle-là, c'est vraiment le point principal. D'ailleurs, qui peut penser aujourd'hui qu'une personne sur une île solitaire, dans laquelle il aurait tout ce qu'il lui faudrait, le soleil, à manger, etc., etc., combien de temps va-t-il rester sans rien faire? Ben, moi, je dis pas longtemps. Et actuellement, il y a cette croyance populaire qui est favorisée justement par tous les médias et tout le monde politique. On le voit déjà au niveau des chômeurs. On dit que souvent ce sont des gens qui ne veulent pas travailler. Malheureusement, pour moi, je n'ai pas cette vision. Mais on entretient cette croyance populaire qui est très, très, très puissante. Voilà, merci. Pour appuyer ce que Michel vient de dire, je peux préciser que je suis moi-même à l'aide sociale depuis 2008 et à l'AI. Donc je suis à l'aide sociale et comme je suis à l'AI, on ne me force pas à faire des contrats d'insertion socio-professionnelle en fait. Donc j'ai le temps. J'ai glandé 2 ans, après j'ai arrêté. Et aujourd'hui je fais ça quoi. Donc
je suis un petit peu un élément de preuve vivante que bah oui, on a envie de faire quelque chose, mais quelque chose qui ait du sens, quoi. Je crois qu'aussi ceux qui rêvent d'une île déserte, en général, c'est des gens qui ont eu des idées, qui ont créé ensuite des choses, des entreprises. On sait que certains sports se sont développés grâce à des gens qui sont partis, qui n'avaient rien du tout, et qui ont développé l'industrie du surf, qui ont développé beaucoup d'activités liées à leur intérêt quelque part. Moi j'avais une question un peu plus technique et qui est complètement floue pour moi parce que je ne suis pas du tout dans l'économie, je ne comprends pas grand-chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas potentiellement un risque d'augmentation générale des prix, je veux dire, l'inflation? Je sais pas, je pose la question de manière naïve, je n'en ai aucune idée, c'est pas pour dire ah, ça va marcher, je pose vraiment la question ouvertement, je n'en sais rien. Est-ce que c'est un risque potentiel et est-ce qu'on aurait des leviers qui pourraient contrer ça à ce moment-là? C'est méchant capitalisme aussi. C'est-à-dire que si la Migros considère que tout le monde est capable de payer un franc de plus pour acheter du pain tous les jours parce que de toute façon la thune ils l'ont, pourquoi tu ne le feras pas quoi? Non, mais il y a la compétition, il y a la concurrence. Mais bon, Au contraire, il y a plus de concurrence. C'est un peu pour ça. C'est un peu pour ça qu'on propose, disons, une nouvelle structure des revenus du travail, parce qu'il y a un peu deux modèles aussi dans le financement du revenu de base. Il y a ceux qui défendent le fait que le revenu de base vient s'ajouter à tous les revenus. Donc quelqu'un qui gagne 10 000 francs par mois, il gagnerait 12 500 francs par mois. Donc ça, c'est pas vraiment notre vision. Nous, quelqu'un qui gagnerait 10 000 francs par mois ou 8 000 francs par mois, son revenu de base, il est compris déjà dedans via un transfert qui fait vers la caisse. Donc en fait, quelqu'un qui aurait un salaire de 10 000 francs, selon notre vision à nous, ne gagnerait pas plus. Donc les seuls qui bénéficieraient au niveau du revenu, vraiment du revenu de base, c'est vraiment les bas revenus en fait. C'est les personnes qui ont des salaires qui seraient inférieurs à un seuil à définir, qui pourraient être par exemple celui du salaire minimum qui était proposé dernièrement en initiative. Ça pourrait être en dessous de 4 000 ou 4 500 francs par exemple. Ben à ce moment-là, le revenu de base, lui, vient en plus du revenu rémunéré. Donc je pense que ça répond en partie à votre question. Maintenant, je ne suis pas économiste, donc savoir après les effets macroéconomiques et tout. Il y a plusieurs économistes en Suisse, dont M. Rossi à l'université de Fribourg, qui défendent l'idée d'un revenu de base. Donc je pense qu'eux ont déjà plus réfléchi que moi à cette problématique. Voilà, moi je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à Paris, c'est à l'éventualité que les gens travaillent un peu moins. Sur présentation, et d'après ce que j'ai compris aux USA et au Canada, il y a effectivement une petite baisse de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines pour les femmes. J'ai envie de dire qu'elle est nécessaire cette baisse, parce qu'à l'heure actuelle, on a justement à peu près 10% de gens inactifs qui sont au chômage ou à l'aide sociale et qui cherchent du travail, voudraient travailler. Mais il n'y a simplement pas assez de travail pour tout le monde. Donc si les gens voulaient travailler un petit peu moins, ce serait magnifique. Parce que ça permettrait à ceux qui veulent travailler un peu plus de le faire aussi. Donc ça serait un équilibre fantastique. On parlait avant d'atteindre le plein emploi. Non, je pense qu'effectivement dans notre société c'est impossible. Mais peut-être qu'avec un revenu de base, justement, le plein emploi serait peut-être possible à ce moment. Mais ça serait choisi, pas imposé. Moi, je voulais aussi faire une remarque concernant le revenu de base inconditionnel. Un des aspects qui n'a pas été, à mon avis, soulevé ou suffisamment en tout cas souligné dans votre conférence, c'est que les gens qui ont à l'heure actuelle des emplois qui vont devenir obsolètes. On a un exemple dans les médias, typiquement en France, où les taxis font des grosses grèves parce que justement d'autres personnes font leur travail. Après, mieux ou moins cher, ça c'est un autre débat. Mais on a aussi l'exemple en Suisse, moi quand je vais à la COP, une fois sur deux, c'est pas une caissière qui enregistre mes courses, c'est une machine. Et ces gens-là, évidemment, si la technologie leur permet, leur vole en fait leur travail, sans qu'il y ait de moyens justement d'avoir des compensations financières, ils vont s'accrocher à un travail qui est voué à disparaître. Ça a été le cas, pour monter assez loin, mais typiquement les cochers en Angleterre, quand ils ont vu arriver les voitures, ils se sont plaints, il y avait des manifestations extrêmement longues et extrêmement violentes, parce que justement, évidemment qu'ils veulent s'accrocher à un emploi qui est obsolète, puisque c'est la seule manière qu'ils ont de subvenir à leurs besoins. Tandis qu'avec un revenu de base inconditionnel,
on accepterait plus facilement de laisser partir un travail qui de toute façon va disparaître pour s'occuper de ses enfants ou bien assumer des penchants artistiques ou faire une formation complémentaire, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est un aspect qui, comme vous l'avez dit, on est maintenant à un point assez névralgique où maintenant, chaque fois qu'on va faire nos courses à la COP, on peut voir la baisse, physiquement la baisse du nombre d'employés au profit des machines, etc., etc. Et c'est vraiment là-dessus, je pense qu'on peut avoir des arguments qui trouvent un côté, une résonance en fait chez la plupart des personnes. Alors c'est des slides qui font partie aussi de la présentation, mais que j'ai enlevé parce qu'on m'a donné 20 minutes, donc j'ai dû beaucoup élaguer pour pouvoir aller à l'essentiel. Il y a peut-être aussi une chose que encore beaucoup de monde n'a pas vraiment conscience, c'est que les revenus du travail représentent au niveau de l'économie réelle qu'environ 10% de l'ensemble de la valeur qui est générée chaque année. Il faut se rendre compte que 90% de la valeur qui est créée dans le produit intérieur brut, c'est lié à des transactions boursières, des transactions financières, mais ce n'est pas un travail productif. Donc les gens pensent que toute l'économie repose sur leurs épaules, mais ce n'est pas vrai. En fait, actuellement, seulement 10% des revenus sont générés par le travail des gens, le travail productif des gens, et 90% des revenus sont en fait des dérivés du travail, en quelque sorte. Donc là, il y a un potentiel de rééquilibrage énorme, parce qu'actuellement, on fait tout peser sur le poids des travailleurs, les charges sociales, etc. Ce qui fait que le travail devient de plus en plus cher, mais à côté de ça, on a une énorme valeur qui est produite et qui ne demande pratiquement pas de travail humain. Et là, il y a un énorme potentiel de rééquilibrage et de financement du revenu de base, justement, en allant chercher la valeur qui est créée par du travail, qui n'est pas du travail économique de vous et moi, en fait. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ou pas, mais... Alors la taxe Tobin vise à rééquilibrer ça justement en taxant les transactions. Le problème des transactions, c'est qu'il faut qu'elles soient taxées à un niveau très global, parce que si c'est juste un pays qui le fait, économiquement, il aura quelques problèmes économiques probablement, puisque toutes ces transactions vont partir dans un autre pays. Donc c'est une voie, une piste, mais par contre qui nécessite une mise en œuvre assez globale. Monsieur. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette magnifique utopie. Il faudra vraiment changer complètement notre manière de penser. Mais première des choses, et je suis content de voir que ça apparaît déjà dans les statistiques, c'est un mythe s'effondre. Il y a de moins en moins de gens qui vivent de leur travail, et ça va aller en s'aggravant. J'ai vu certaines projections d'avenir de cette société de consommation et de spectacle, le fameux Tititainment, où les gens sont finalement encouragés à consommer et non plus d'activités vraiment efficaces et lucratives. On va se rapprocher dans les délires du nouvel ordre mondial vers un 20% de gens qui vont continuer à travailler pour 80% de gens qui vont consommer, être au chômage, vivre de l'économie parallèle ou que sais-je. Donc ça c'est important de rappeler aux gens qu'il y a un changement. Ce mythe de chacun à son travail et vite son travail, c'est quelque chose qui est en train de foutre le camp. Maintenant, à mon avis, le problème principal qu'on aura, c'est de justifier le socle du minimum nécessaire pour bien vivre par rapport à notre société dans laquelle on est, qui pousse à surconsommer. C'est génial de n'avoir que les besoins de base à compenser, mais comment est-ce qu'on va les fixer? Notre société est fondée essentiellement sur l'envie, sur la consommation, sur l'endettement, et là on arrive complètement à contre-pied. On défend un peu un modèle comme celui autrefois de l'économie cubaine ou vénézuélienne, où on garantit les besoins de base, mais les gens foutent le camp, parce que s'ils sont confrontés à un système économique plus incitatif, et ils vont abandonner ça pour consommer. Donc là on est dans une utopie qui va être très difficile à faire face. Je vais m'arrêter là, j'ai encore plein de choses à dire, mais je m'arrête. Je comprends votre questionnement. Ce qu'il
faut se rendre compte qu'avec ce mode-là, c'est qu'on n'est plus dans une proposition d'un système communiste ou d'un système capitaliste. C'est un nouveau système en fait qu'on propose là, hein, puisque la part du capital, de l'entrepreneuriat, de l'incitation et tout ça, elle reste avec le revenu de base. Donc on peut tout à fait vivre dans une société encore très, je dirais, entreprenante, tout en garantissant la base pour les gens. Mais ce n'est pas le communisme. Le communisme, il visait à rendre tous les moyens de production collectifs. Là, on ne cherche pas à collectiviser les moyens de production. On cherche juste à collectiviser un revenu. C'est tout. C'est donc très différent du modèle communiste. Et ça laisse une part très importante à l'innovation, à l'entreprise et au développement. Donc on pense que pour la Suisse, c'est une grande chance parce que d'une part, on n'a pas une grosse crise économique en Suisse. Donc on sait que faire des réformes, ça coûte cher. Donc faire une réforme comme ça va être coûteux. Il faudra du travail, il faudra de l'argent, il y a des dizaines de lois à réviser, enfin, c'est un énorme chantier, donc qui va coûter cher. On a la chance en Suisse de vivre dans une situation encore privilégiée qui permet justement de mettre en place ce chantier. Si on attend que la crise soit là, comme en Grèce ou comme en Europe, ce sera beaucoup plus difficile de faire cette réforme en temps de crise. Donc pour nous, c'est vraiment une chance qu'on a et je pense que la Suisse pourrait être très gagnante dans le sens de devenir encore plus innovante, encore plus dynamique. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées et c'est une façon de favoriser les bonnes idées aussi sur une place. Oui, si je peux. Moi je trouve que c'est intéressant parce que ça va revaloriser certains travaux. Parce qu'avec un revenu de base inconditionnel, il y aura peut-être des gens qui n'auront pas envie de balayer les trottoirs, de vider les ordures, voilà, c'est des exemples. Il y a sûrement d'autres métiers un peu ingrats qui pour le moment sont très mal payés et où on risque de devoir revaloriser ces métiers-là en les payant mieux parce que il faut compenser les désagréments du boulot. Et ça, je trouve intéressant aussi. Vous avez tout à fait raison. Donc ceux qui ramassent les poubelles ne sont pas très bien payés et pourtant on est quand même content qu'ils les ramassent. Parce qu'effectivement, avec un revenu de base, si plus personne veut ramasser les poubelles, je pense qu'au bout de quelques semaines, quand ça se sera bien accumulé dans les rues, on trouvera une solution quand même pour les ramasser. Et peut-être cette solution, ce sera d'augmenter les salaires ou de rendre les conditions de travail plus agréables ou d'automatiser. Je ne sais pas quelle sera la réponse, mais en tout cas, c'est vrai que ça a tendance à valoriser les travails ingrats. Oui, quelle réaction vous attendez du patronat ? Parce qu'actuellement, perdre quelques pourcents de croissance sur leur chiffre d'affaires, c'est une impossibilité totale et une menace des employés. C'est le cas par exemple dans mon entreprise, une multinationale suisse, qui dit il n'y a pas de problème, si on ne trouve pas des gens en Suisse, on va en Inde, on va ailleurs, on va en Chine. Même on voit qu'en Chine, ils deviennent trop chers. Donc, on ferme les bureaux chinois, on ouvre les bureaux indiens, et donc ils ont toujours une solution pour se passer de nous. Donc moi je trouve qu'effectivement on doit se poser la question maintenant de vraiment qu'il y ait un signal d'alarme à faire, parce que bientôt on sera dans un monde, on est déjà dans un monde où on est en concurrence avec le monde entier, mais qu'est-ce que vous attendez comme réaction des patrons? Parce que les patrons, eux, ils ne voient que la croissance de leur chiffre d'affaires, et donc que ce soit un Indien ou un Suisse, n'importe qui, peu importe le taux de chômage, ce qui compte, c'est ce qu'ils vont réussir à produire en plus que le bénéfice. Alors, j'ai eu l'occasion pendant la campagne de signature de discuter avec plusieurs patrons d'entreprises. Je crois qu'il faut bien distinguer, il n'y a pas un archétype de patron, il y a plusieurs types d'entreprises, il y a les PME, il y a les entreprises familiales qui ont un fort ancrage en Suisse, et puis il y a les multinationales. Alors c'est clair que les multinationales, elles, dès qu'il y a le vent qui tourne et que ça va en leur défaveur, elles partent ailleurs. Ça, on ne pourra rien faire contre. Si on met en place un système qui ne leur plaît pas, elles partiront, ça c'est certain. Mais nous, on ne mise pas là-dessus. Nous, on mise plutôt sur l'économie réelle, donc sur l'économie qui est faite par des gens qui vivent dans un pays. Donc c'est des PME, c'est du tissu d'entreprise qui répond à des besoins que les gens ont quotidiennement et qui ne sont pas en train de fabriquer des choses dont on n'a
a rien besoin, ou faire des transactions sur des ventes de minerais ou de céréales qui ne sont pas une activité économique à mon sens. Les multinationales créent des richesses. Alors les multinationales rapportent des impôts, ça c'est clair, mais on peut se demander si c'est de l'argent utile. Donc quelque part, il y aura peut-être aussi un sacrifice à accepter si on va vers un système plus juste. Est-ce qu'on est prêt à accepter certains sacrifices ou pas? Et ça, c'est aux citoyens de le dire. Les patrons, eux, ils choisiront en fonction de leur activité économique. Si c'est vraiment trop défavorable, ils partiront, ça c'est certain. Mais on peut aussi penser que ce revenu de base va être créateur d'emplois quelque part. Il va permettre notamment beaucoup à des jeunes qui, pour le moment, ont des très bonnes idées, mais n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils sont bloqués au niveau économique. Avec un revenu de base, des jeunes qui ont une bonne idée, ils peuvent l'exploiter, ils peuvent lancer leur entreprise. Donc, on peut imaginer que les startups, tout ça, auront moins besoin des fonds publics qui reposent sur les impôts des multinationales et pourront se baser beaucoup plus simplement sur le fait qu'ils n'ont pas de problème de revenus de base. Donc ils peuvent prendre des risques et à partir du moment où